Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Et si cette année, votre bonne résolution, c'était juste de vous sentir bien? Eh bien, si vous ne savez pas par où commencer, on vous donne quelques pistes avec nos invités. Aujourd'hui, il y a Rosemarie Ledors. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous donnerez des conseils feng shui pour le bien-être dans la maison. Et puis, à vos côtés, Anne Lavorel. Bonjour, Bonjour. Anne. Vous nous direz-vous comment se faire un jardin zen ou encore quelle plante mettre sur son balcon. Tout cela, vous en parlez aussi aux visiteurs du salon Braise Nature ce week-end au Parc des Expositions à Quimper. On en reparle tout à l'heure. Et puis comme chaque mercredi, nous ferons un point sur les sorties culturelles dans le Finistère. Bonjour Gwen-Fleur. Bonjour Pauline. Et puis il y a cette semaine un événement incontournable au niveau de la musique, à ne pas manquer. Ça se passe à Plougastel, ça s'appelle l'avancée, mais on en dit plus dans un instant, parce que la musique c'est très bien aussi pour le bien-être. C'est vrai, c'est vrai. Ce sera tout à l'heure dans l'instant culture. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mercredi 13 janvier. Et gros bouchon sur le port de Brest ce mercredi matin. Une soixantaine de personnes manifestaient en soutien aux zadistes du site Notre-Dame-des-Landes. Dès 6h30, ils ont mis en place un barrage filtrant, occasionnant plusieurs kilomètres de bouchons. Vers 9h30, la police a dispersé les manifestants. Alors pendant ce temps-là, à Quimper, comme vous venez de le voir sur les images, ils étaient une quinzaine rassemblés pour les mêmes raisons devant le palais de justice, à l'appel du comité Bigoudin. Le 25 janvier prochain, la décision du tribunal de Nantes rendra sa décision concernant l'expulsion des militants sur le site du futur aéroport Notre-Dame-des-Landes. Et ça grogne aussi du côté de la filière porcine. Les éleveurs se préparent à un rassemblement ce jeudi matin à Plérin, dans les Côtes-d'Armor, aux abords du marché au Cadran. Ce mouvement, baptisé les Bonnets Roses, dénonce des prix trop faibles pour assurer une rémunération de leur travail. Le syndicat agricole FDSEA se joint au mouvement et réclame aussi une réforme de la filière. Le point avec Philippe Berthoud de TVR 35. Au nord-est de Rennes, un élevage porcin comme beaucoup d'autres, au bout du rouleau, l'activité ne permet plus de gagner sa vie. Forcément, il y a une désespérance parce que quand les cours ne sont pas là, quand vos résultats économiques ne sont pas là, que vous n'arrivez pas à prélever, même pas 500 € quelquefois pour certains, pour faire bouillir la marmite, effectivement, vous êtes un peu désespéré. Alors face à ce constat, le secteur veut se prendre en main et réduire la dispersion des forces, en l'espèce, réduire le nombre des groupements porcins. Ce sont les associations qui livrent les animaux aux abattoirs. On ne peut pas avoir des groupements de producteurs qui produisent, qui emmènent les cochons et qui demandent à leurs éleveurs d'emmener les cochons jusqu'au bout du quai. Et après, à charge à l'abattoir de les transporter, de les abattre et de les revendre à des transformateurs qui eux-mêmes les revendront à la grande distribution. Et on sait très bien, voilà, ça a marché un grand nombre d'années. Dans les années 60, 70, peut-être 80, ça a marché. 90, ça a commencé à déconner. Et là, on se rend compte que le monde a changé. Ainsi, le syndicat FDSEA voudrait constituer un deuxième groupement porcin parallèle à la Coperne. C'est pour ça que je dis allez, 2 maximum, parce que vu la concurrence, vu le monde concurrentiel dans lequel nous sommes, et pour avoir surtout la capacité financière derrière pour pouvoir investir dans des outils de transformation, on ne peut pas être éparpillé comme l'on est aujourd'hui. Ce nouveau mouvement des producteurs porcins s'autodéclare mouvement des Bonnets Roses, en référence bien entendu à la couleur des petits cochons. Et après 8 mois de travaux, le barrage du lac de Guerlédan a repris depuis lundi son fonctionnement quasi habituel. Depuis la semaine dernière, on y réintroduit des poissons, à commencer par les gardons et les poissons blancs, qui serviront de nourriture aux poissons plus nobles. Au total, c'est 14 tonnes de poissons qui vont être déversées dans les 53 millions de mètres cubes d'eau que compte le lac. Les explications d'Anne Burlot. Depuis quelques jours, le lac de Guerlédan a retrouvé son niveau d'eau habituel. La Fédération de pêche des Côtes-d'Armor en a donc profité pour procéder au rempoissonnement. Une opération pilotée par EDF. Il y a 2 éléments qui sont importants. Il fallait qu'il y ait assez d'eau pour les poissons, assez d'eau pour accéder avec le camion aussi pour aller mettre les poissons. Et puis il fallait que ce soit aussi à cette période, c'est-à-dire avant que les brochets, les cendres ne se reproduisent, puisque le but du jeu est qu'ils se fassent leur première reproduction directement dans le lac, pour qu'on ait les petits brochetons et les petits cendres qui naissent dans le lac dès cette année.
sur le mois de janvier, ce sont 9 tonnes de carnassiers et de poissons fourrages qui seront réintroduits dans les profondeurs du plus grand lac breton. On rempoissonne l'hiver parce que c'est la période où les poissons sont les plus, les moins fragiles à des transvasements, comme on a fait aujourd'hui, à des manipulations. Parce que le poisson, tout simplement, il a du mucus sur sa peau, qui sont une sorte de protection, et c'est l'hiver que ce mucus-là est le plus dense, entre guillemets. Grâce aux 6 mois de vidange, ces brochets, ces cendres et ces perches vont pouvoir évoluer dans une eau aux conditions idéales. C'est vrai que quand un plan d'eau est vidé, il y a une reprise de la végétation sur le sol qui fait qu'il y a énormément de nourriture derrière, et donc cet apport de nourriture assez exceptionnel favorise une explosion de la population de poissons blancs, de gardons, de cyprinidés, qui derrière génère une explosion de la population de carnassiers. Des aménagements au niveau des zones de stationnement et des cales de mise à l'eau ont également été réalisés pendant la sec. Une zone de frayère naturelle a même été créée pour favoriser la reproduction des poissons. Tous ces travaux répondent à un objectif. C'est de faire de ce site et de tous les sites périphériques une véritable destination pêche, avec à Guerlédan une retenue plus axée sur la pêche des carnassiers, qui est aujourd'hui une pêche qui attire beaucoup de pêcheurs, mais aussi tout un éventail de pêches différentes de grande qualité. Après 2 ans d'interruption, la pêche redémarrera sur ce site à la fin 2017. Vous le savez peut-être, l'affaire du Mediator sera bientôt sur grand écran. Le tournage de La fille de Brest, le titre du film réalisé par Emmanuel Berco, est en fin de tournage à Brest. Le personnel de l'hôpital, dont Irène Frachon, a participé au tournage. Retour sur une expérience peu ordinaire pour ces blouses blanches avec Frédéric Lorenzon. Le tournage de La fille de Brest s'achève. Le biopic réalisé par Emmanuel Berco sur la célèbre pneumologue brestoise et son combat contre le Mediator a été tourné en partie au CHU de Brest, dans les locaux mêmes où travaillent Irène Frachon et ses collègues. L'équipe du film leur a d'ailleurs laissé un souvenir. Qui est le clap, voilà, mythique. Ah bah écoutez, là on sort d'un tourbillon assez incroyable. On s'attendait peut-être plus aux contraintes et un peu la difficulté d'accueillir une énorme équipe de tournage dans un hôpital qui fonctionne et qui continue à tourner. Et puis en fait, on sort d'un tourbillon finalement très positif. Pendant un mois, l'équipe du Centre d'investigation clinique a vécu au rythme du tournage tout en continuant à travailler. Patricia a accompagné dès le début Irène Frachon dans son combat. Elle a son propre personnage dans le film et elle y fait de la figuration. Plein de bons souvenirs, des belles rencontres humaines, le contact avec la personne qui fait mon rôle dans le film, quelqu'un que je trouve vraiment adorable, charmante, donc ça c'est un bon souvenir. Dans l'aventure, c'est vraiment la rencontre entre 2 mondes, entre le monde médical et le monde du cinéma et la manière dont on a réussi à travailler tous ensemble. Donc on me demandait de rentrer dans une pièce où une patiente était là, mais vraiment pour une consultation. Donc quand j'ai dû rentrer au bout de la 3e fois dans la pièce, on lui a un petit peu expliqué de la raison de mes allées et venues. Elle était plutôt contente. Ça fait plutôt plaisir dans le sens où c'est une reconnaissance aussi. Avoir une fiction consacrée à sa vie, un plus dans le combat de la pneumologue. L'impact du cinéma aujourd'hui pour raconter une histoire, elle peut être bien plus fort et puissant que celui d'un livre. On est dans une civilisation où c'est maintenant le cinéma qui raconte des histoires. Et moi, je veux que cette histoire, elle soit racontée et je veux que le grand public sache. Pour l'instant, la date de sortie du film n'est pas encore connue. Vraisemblablement fin 2016 ou début 2017, 8 ans après le retrait du marché du Mediator. Et on termine avec un mot de hockey sur glace et la belle 3e place des Brestois en Ligue Magnus. Ce mardi, les Albatros se sont imposés 2-1 face à Amiens dans un Ringclass Stadium plein à craquer. C'est leur 11e victoire sur les 13 matchs depuis la trêve de novembre. Alors s'il reste encore 7 matchs de championnat avant les playoffs, les Albatros de Brest créent déjà la sensation durant cette saison. Allez, tout de suite, on passe à une discipline plus douce que le hockey, c'est le Feng Shui. Rosemarie Ledors, vous faites partie de l'association Vers l'équilibre et êtes spécialiste du Feng Shui. Rappelez-nous quand même ce que c'est que le Feng Shui.
Alors, le Feng Shui, c'est un art qui vient de Chine, qui est l'art d'aménager les espaces de façon à ce qu'on se sente bien. Que les ondes circulent, voilà, c'est ça. En fait, on considère la maison, tout l'environnement aussi, sous une forme énergétique. Et cette énergie, en fait, agit sur les individus. Et on va essayer de mettre en place, quand on fait une expertise Feng Shui, entre autres, des ondes favorables pour qu'on se sente soutenu dans la vie, plein de vitalité. Alors concrètement, quand vous faites une expertise Feng Shui, vous arrivez chez quelqu'un qui vous a appelé, vous voyez sa maison. Oui. Qu'est-ce que c'est les principaux conseils que vous lui donnez pour Feng Shuiser son intérieur? Je ne sais pas si ça se conjugue, Rosemary. Alors déjà, moi je vais écouter la personne et son projet de vie, sa façon de vivre. Ensuite, je vais regarder un peu ses dates de naissance qui me donnent des informations sur une forme de type d'énergie qu'elle a. Et puis après, je vais écouter si, par exemple, elle rencontre dans sa vie des difficultés dans des domaines, que ce soit sentimental, professionnel, la santé, enfin, il y en a 9 en tout. Et à partir de ça, je vais visiter la maison et je vais voir, comme lire dans la maison un petit peu, ce qu'elle peut mettre en place dans sa maison qui fait que ça génère aussi le même fonctionnement dans sa vie et que ça peut entraîner des blocages. Donc le Feng Shui, c'est différent pour chacun en fait, il n'y a pas de recette miracle, il faut voir. Et justement, au-delà des considérations personnelles, est-ce qu'il y a des principes universels? On a souvent entendu, faut mettre son lit avec la tête au nord, des choses comme ça. Oui, alors de quel côté? C'est un ensemble de méthodes en fait. Et déjà, choisir où positionner la tête de son lit, il y a plein de critères qui peuvent être pris en compte. Et en fait, je sélectionne qu'est-ce qui est le plus important suivant ce que vient de me dire la personne. Si elle a des problèmes de sommeil, je vais l'orienter dans telle position. Si elle me dit j'aimerais bien rencontrer quelqu'un dans ma vie, ce sera une autre. Oui, donc il y a quand même un aspect un peu prédiction, comme on dit, ça peut influer vraiment sur. Oui, alors c'est pas de la superstition, c'est plus des règles de bon sens en fait. C'est prendre conscience que l'univers est de l'énergie, c'est ce que les Chinois appellent le Qi. La personne elle-même est constituée de Qi, donc ces deux énergies-là en contact donnent un certain type de relation. Est-ce qu'il y a quand même des matériaux, alors on parle des matières naturelles beaucoup en ce moment, dans sa décoration intérieure à utiliser justement pour être Feng Shui? Ah oui. Alors le Feng Shui, c'est essayer d'être le plus près possible, proche de la nature, parce que c'est ça qui nous fait du bien en fait. C'est pas les pollutions que peuvent dégager des meubles en plastique. Voilà, c'est vraiment être le plus près possible de la nature. Et oui, il y a tout un ensemble de matériaux que je recommande. Des couleurs vives, on voyait sur les photos qui ont défilé à l'instant, des couleurs assez vives chez cette personne. C'est pas forcément un principe, c'est parce que c'est ce qui lui correspond. Il peut y avoir des couleurs plus pastel chez une personne, des couleurs plus vives chez une autre. Non, c'est vrai que c'est des règles de base, mais il n'y a rien d'arrêté. C'est-à-dire ces règles de base là s'adaptent à la personne qu'on a en face et à sa fonction, à sa vie. Alors avant de parler du jardin, comment vous avez découvert le Feng Shui et est-ce que ça a changé des choses dans votre vie à vous? Oui, je crois que le Feng Shui a vraiment changé dans ma vie quand j'ai réussi à l'appliquer dans mon quotidien. Au départ, j'ai eu des formations, j'ai lu des tas d'ouvrages, et puis je me suis rendu compte que c'était peut-être pas ce qui se passait dans ma vie, ne correspondait peut-être pas à ce que j'avais lu dans les livres. Donc j'ai mis en place mon Feng Shui, c'est ce que j'appelle un peu un Feng Shui breton en fait. Et là, je vois que ça marche. Et depuis 2003, quand j'expertise les maisons ou les entreprises, j'ai que des résultats positifs. Donc, en tous les cas, toutes les infos sur vos conseils Feng Shui sont sur votre site internet www.fengshui.bzh, évidemment, Rosemary. Le Feng Shui, ça passe aussi par la végétation et donc le jardin. Alors, on va en parler dans un instant avec Anne Lavorel, notre paysagiste. Mais juste avant, on vous propose de découvrir le métier de coach sportif. Parce que oui, pour se sentir bien au quotidien, certains choisissent le sport. Et Julie Sicot a assisté à une séance. Allez, c'est parti, go. 2 appuis, dynamique. Voilà, à la nuit tombée, 2 fois par semaine, Dimitri retrouve son coach personnel. Depuis le mois d'octobre, il suit un programme de remise en forme créé spécialement pour lui. Travail sur les appuis, gainage, course. Après une opération et la rééducation, ce footballeur amateur souhaitait retrouver son endurance. C'est dur de reprendre le sport après une opération. Moi, je cherchais plutôt quelqu'un qui puisse m'aider et être derrière moi. Je dirais pas que je suis quelqu'un
de flemmard, mais ça permet justement de se bouger et de se dire bah voilà, il y a quelqu'un qui est là et ça nous aide et c'est hyper important. D'accord. Donc tu te mets dans cette position, les coudes sur le bosu. Nicolas Locussol a créé son entreprise de coach personnel il y a plus d'1 an. Pendant 17 ans, il a été préparateur sportif dans des clubs de foot. Aujourd'hui, il entraîne une dizaine de personnes par semaine. À domicile, en extérieur ou parfois en mer, tout est possible pour ce fou de sport. Et comme toujours, les demandes augmentent au début du mois de janvier. C'est des séances qui durent à peu près entre 45 minutes et 1h30, donc ça dépend à peu près des objectifs en fait de chacun. Donc il y en a c'est pour plus perdre du poids, d'autres c'est pour améliorer un petit peu son capital santé, ou comme Dimitri pour la rééducation en fait après une blessure. Dimitri débourse près de 130 € par mois pour son suivi personnalisé, un tarif plus élevé qu'un abonnement en salle de sport, où il faut compter entre 30 à 40 € par mois. Alors maintenant, à vous de choisir votre formule pour transpirer. Allez, on revient à quelque chose de plus doux, même si le jardinage peut se révéler un peu physique quand même. Anne Lavorel, vous êtes paysagiste, créatrice de jardin et éco-conceptrice. Anne, quelles sont les règles de base pour se fabriquer un jardin où l'on se sent bien? Donc un petit peu comme en Feng Shui, il y en a plein. On retrouve aussi beaucoup de bon sens. Il y a une trame qui est assez commune, je pense, avec le Feng Shui. Donc là aussi, vous écoutez les gens et peut-être leurs problèmes. Il y a tout. En fait, quand j'interviens, j'interroge à la fois les personnes et puis le lieu. C'est-à-dire, et donc, on va essayer de faire en sorte que tout s'emboîte bien aussi, hein, comme dans la maison, avec une dimension qui est en plus, c'est le temps, puisque ce qu'on met en place en fait n'est pas figé, mais va grandir. Et vous voulez faire gagner du temps aux gens. Et voilà, moi je veux faire gagner du temps aux gens, du bien-être aussi, en faisant en sorte que même si les plantes paraissent très très éloignées au départ, en fait je conçois le jardin de façon à ce qu'elles s'emboîtent, elles soient positionnées de façon complémentaire. Elles grandissent ensemble, qu'elles grandissent ensemble, mais de façon complémentaire. C'est-à-dire que si on met une plante qui est étroite à la base, étroite à la base et part par exemple de façon érigée en faisceau, je vais positionner à la base des plantes basses et très larges. Donc si les gens veulent pas d'entretien, je vais être sur des arbustes, pas trop de vivaces parce que ça va demander un petit peu plus de travail au début. Après, s'ils sont un peu jardiniers, je mets des vivaces. Hein. J'adore les vivaces, les fleurs. Et ça, faut l'entretenir quand même un peu sur le long terme. Ça demande un petit peu plus de suivi au début. Donc peu de taille. C'est vraiment ça. L'objectif, c'est à la fois de mettre des plantes qui vont être complémentaires et des plantes qui vont être placées, qui vont être choisies en fonction de leur dimension adulte. C'est ça qui est vraiment très très important. C'est pas la taille de départ qui va compter, c'est la taille à maturité, de façon à ce que chaque plante s'épanouisse. Et là, je rejoins beaucoup le Feng Shui. C'est que je pense que dans un jardin de bien-être, il faut que les plantes aussi soient épanouies. Donc plus on a de plantes taillées, moins on a de plantes naturelles finalement. Et moins on a cette énergie qui peut nous gagner. Côté plantes justement, et spécifiquement en Bretagne, quelles sont les espèces justement qui sont bien pour se sentir bien, peut-être qui fleurissent toute l'année, qui restent... Oui, il y a plein de choses. Après, on est sur les parfums, on est sur les plantes aromatiques pour le bien-être, pour toutes les essences, on est sur les couleurs. On voit là un jardin donc avant et puis après. Oui. On voit que vous y avez apporté de la lumière finalement. En fait, on a enlevé la haie taillée qu'on voyait sur la photo précédente. Et on s'est remplacé par une haie de graminées, ce qui permet d'apporter beaucoup de légèreté dans un environnement c'est un lotissement, donc c'est un environnement très minéral, hein, c'est du bitume. Et ces plantes légères tiennent avec le vent, avec les rafales qu'on a l'hiver en Bretagne. Ouais, ça dépend lesquelles. Après, il y a plein de choses. Il y a des plantes qui tiennent moins bien. Les panicums cassent alors que les miscanthus tiennent bon. Donc, faut vraiment. On n'a plus beaucoup de temps, Anne, mais juste un dernier conseil pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un petit bout de jardin. Et là, on joint les conseils de Rosemary en intérieur. Une plante pour être Feng Shui à l'intérieur, pour se sentir bien quand on a un appartement. Donc là, moi, j'évite les plantes qui sont cépées, c'est-à-dire qui ont été coupées, comme les yuccas, les dracaena, parce que c'est des plantes qui ont un tronc, en fait, qui a été coupé et qui vont repartir ensuite. Donc la plante n'est pas épanouie dans toute sa structure.
Donc moi je vais. Alors après il y en a plein. Si j'ai besoin d'une plante un peu haute, par exemple, ça peut être un philodendron qui est une plante grimpante et qui va pouvoir monter. Le ficus n'est pas taillé non plus et tout ont des propriétés de bien-être et puis des propriétés qui permettent d'enlever les substances chimiques, les mauvaises vapeurs, Bon, bah, en tous les cas, sur le plan chimique, magnétique, chimique, ok, épurative. Voilà. Bon, en tous les cas, ça donne déjà de bonnes pistes et puis on retrouve tous vos conseils et puis si on veut vous contacter, c'est sur votre site www.annelavorel.com. On vous retrouve bien sûr ce week-end au salon Breil Nature à Quimper, c'est le salon de la bio et du bien-être, donc au parc des expositions Quimper-Cornouailles, c'est 16 et 17 janvier. Merci beaucoup à toutes les deux. Tout de suite, on passe à l'instant culture. Et pour commencer, Gwen, de la musique avec la deuxième édition de la soirée L'Avant-Scène. On en parlait en début d'émission. C'est un concert et une émission de télé. Ça se passe à Plougastel ce jeudi. En effet, Pauline. Alors, la première édition l'an dernier avait réuni sur scène Michael Guérand, Seasons, Tax Station, The Red Goes Black et Merzine, et vu le succès rencontré, la Velvore de Plougastel a décidé de remettre les couverts cette année. Ça se passe donc ce jeudi 14 janvier. Quel est le principe? Il s'agit d'une grande émission musicale enregistrée par TBO, en public, venez nombreux donc, sur scène 5 groupes ayant profité d'une résidence de création à la Velvore pour travailler leur univers musical. On va donc retrouver jeudi en live Les Petits Yeux, La Lucia Libre, Jean-Christophe Spinozzi et l'ensemble Mathéus, Robin Foster et Polytrix. Il y en a pour tous les goûts, de la chanson, de l'électropunk, de la musique classique, de la pop, du rock, du hip-hop, du reggae. Et en plus, Pauline, pas d'excuses pour sécher la soirée, parce que c'est gratuit. Allez, on écoute tout de suite Polytrix et Les Petits Yeux, deux des groupes programmés ce jeudi à l'Avant-Scène. Moi je m'appelais Banjo. Fallait que ça rigole entre les toujours. Fallait que ça pousse dans mon cerveau. Mais ça déborde d'un peu d'amour. Ça déborde d'un peu d'amour. Donc il va y avoir de l'ambiance à Plougastel. Et puis notez qu'on découvrira cette émission L'Avant-Scène sur TBO le 7 février prochain. Et pour rester en musique, Gwen, un beau rendez-vous samedi à Fouesnant. Avec Timothée Régnier, alias Rover, alors orfèvre de mélodies pop portée par une voix tour à tour ombrageuse ou angélique. Rover a choisi l'archipel de Fouesnant pour débuter sa nouvelle tournée ce samedi 16 janvier. L'occasion de découvrir en exclusivité les titres de son nouvel album aux harmonies incandescentes. Ça s'appelle Let It Glow. Les fans de Bowie ont trouvé en Rover un rocker romantique et crooner glam digne héritier justement de David Bowie. Et puis les amateurs d'électro ont déjà pris note, Gwen. Le festival Astropolis l'hiver démarre à Brest lundi prochain, donc le 18 janvier, avec à l'affiche cette année Laurent Garnier, par exemple. Par exemple, et puis Carl Craig et Francesco Tristano, The Shoes, Yann Tiersen et son projet électro ESB. Terence Parker et plein d'autres groupes et DJ, des expos, des concerts pour le jeune public, une croisière sur la rade de Brest. Bref, pour sa 5e édition hivernale, Astropolis a une fois de plus prévu de réchauffer les âmes. Ça dure jusqu'au 23 janvier et on vous en reparle bien évidemment. Bien évidemment. Et puis autre festival désormais bien installé, cette fois c'est à Quimper, ça s'appelle Circo Nova, ça démarre ce vendredi et ça va durer 3 semaines. 3 semaines à donner le vertige. Alors les arts du cirque sont en effet à l'honneur pour la 5e édition de Circo Nova. Une quinzaine de compagnies internationales débarquent à Quimper du 15 janvier au 6 février pour dévoiler toutes les facettes d'un art circassien en constante évolution. Et des spectacles drôles, acrobatiques, renversants, voire époustouflants sont au programme. Ça se passe dans la rue, en salle, sous chapiteau et ça s'adresse à tous les publics. Et on va regarder un petit aperçu de ce qui attend les spectateurs quimpérois dès ce week-end.
Voilà, c'est très alléchant. Et puis on termine avec une touche d'humour, Gwen. Et le tout nouveau spectacle de François-Xavier Demaison. L'humoriste a choisi La Velvore de Plougastel pour démarrer sa tournée et présenter en avant-première son nouveau one-man show. C'est samedi, ça se déroule samedi 16 janvier. Alors, dans le désordre, on découvre au fil de ce spectacle un castor inculpé pour trafic de sueur, un entraîneur de foot en tongs ou encore une mère de famille de Carcassonne qui est la doublure voix de Michel Sardou. Ça promet quand même. Oui, pas mal. Merci beaucoup, Gwen. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce jeudi sur TBO, 2 rendez-vous à ne pas manquer. Alors, à commencer par Zik Session, c'est à 18h15, c'est votre magazine musical. Et cette semaine, Gwen, vous y recevez Louisville. Parlez-nous un petit peu de ce groupe. Alors, c'est l'ancien groupe Talking Dumps qui vient de se renommer Louisville parce qu'il épouse un nouveau projet folk. C'est un groupe brestois et donc avec de nouveaux morceaux à découvrir. Et qui nous a offert un morceau en trio en bonus à découvrir sur notre Facebook. On écoute tout de suite un petit morceau. You played the game 100 times, though you never knew the rules. Took you a while to figure out it's not about win or lose. Think of all the time you spent trying to clean up the dirt. Think of all the time you wasted trying not to get hurt. Puis l'autre rendez-vous, c'est donc à 20h45, un documentaire ce jeudi également, donc sur la cavalcade de Sker, les coulisses de la cavalcade. Le documentaire s'appelle Dans le secret des hangars. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.